Et mon invité est conseiller régional d'Île-de-France, conseiller municipal de Rambouillet, c'est dans les Yvelines. Philippe Chevrier, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Merci d'être là. Vous avez été cadre dirigeant au sein du groupe Air France. Vous avez été militant, puis cadre responsable du Front National. Vous avez participé aux travaux sur la question des finances et de l'économie dans ce mouvement-là. Vous avez été, je l'ai dit, dans les Yvelines, militant presque 25 ans avant d'être démis de vos fonctions. Mais avant de venir à cela, il y a la grève à Air France, vous en pensez quoi ? La grève à Air France, j'en pense que les pilotes devraient mettre un peu d'eau dans leur vin. Je suis personnellement pour un certain nombre de monopoles. Et je ne suis pas contre le monopole de la SNCF, par exemple, ou la suprématie d'une compagnie nationale sur le reste des autres compagnies dans le domaine de l'aérien. Mais à une condition, c'est que les ratios de productivité soient comparables aux standards internationaux. Et Air France, ce n'est pas le cas. Air France est en retard sur les autres compagnies aériennes de même niveau, c'est-à-dire les compagnies nationales. Elle est en retard en termes de productivité, et essentiellement à cause des conditions de travail des navigants. C'est pas seulement le salaire, d'ailleurs. C'est aussi les durées de repos, les temps de vol, etc., qu'il faut effectivement mettre sur la table et reconsidérer pour que cette compagnie ait un coût, si vous voulez, d'heures de vol qui soit comparable aux autres compagnies aériennes. Voilà. Donc, je pense qu'on devrait se mettre autour d'une table et discuter sérieusement. On revient à la politique un peu politicienne. Vous avez créé le Front Libéré. Oui. Un parti résolument démocratique et républicain, c'est ce que vous écrivez, en ajoutant tout de suite, y compris dans son fonctionnement interne, et j'ai senti là une critique à peine voilée pour votre ancien parti, le Front National. Pas du tout voilée. C'est effectivement pourquoi le Front Libéré, c'est contre le Front ligoté, parce que après avoir vécu de l'intérieur, le Front National et son fonctionnement, j'ai pu constater qu'un certain nombre de gens qui ne pensaient pas exactement comme la présidente étaient priés de se taire ou alors de quitter le Front National. La discussion était impossible, aucune contestation pouvait être admise, soit vous étiez 100% pour les thèses de la présidente, soit vous étiez contre elle. Et donc, l'atmosphère était totalement irrespirable. Il y avait une absence aussi de délégation évidente dans les provinces, par exemple, pour nommer les gens dans les commissions pour être candidats aux élections. Tout était centralisé et tout était contrôlé par la présidente. Alors bien sûr, vous allez me dire, elle est élue, cette présidente, elle est élue démocratiquement. Oui, elle est élue démocratiquement, mais une fois tous les 3 ans. Et pendant les 3 ans, entre les deux congrès, si vous voulez, c'était une dictature, quoi, carrément. Donc, une dictature. Je pense, oui, absolument. Je pense, d'ailleurs, le mot vient de Jean-Marie Le Pen, qui disait, avec moi, c'était la monarchie, mais avec ma fille, c'est la dictature. Voilà. Vous avez commencé à présenter des candidats aux élections législatives, c'était donc en 2017, mais vous êtes surtout attelé, et ça c'est peut-être un peu surprenant dans votre milieu, c'est à proposer un programme politique sérieux. La grande différence avec votre ancien parti se trouve quand même dans le chapitre concernant l'économie et la finance. Par exemple, vous revendiquez la nécessité de quitter au plus vite l'euro. Là, il n'y a pas de référendum en vue. Alors, je vous dis tout de suite qu'aucun parti de droite ou d'extrême droite, si on veut, ne pourra gagner, et en tout cas réussir son programme, s'il n'a pas un programme économique clair, concis et bien incarné par la personne qui le représente. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dans aucun des partis que je connaisse. Et c'est bien dommage. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a créé ce parti. Et effectivement, on a un programme économique que nous estimons être très clair. Pourquoi ? Parce que ce que nous voulons faire, c'est pas sortir de l'euro pour sortir de l'euro. C'est éradiquer le chômage de masse. Et si vous ne faites pas ça, c'est pas compliqué. Aucun programme ne peut fonctionner. Le coût du chômage est tel
ça dépasse la centaine de milliards, c'est même pas la peine d'essayer, ça ne marchera pas, on ne pourra pas résoudre les déficits structurels de la France, qu'ils soient le budget, que ce soit le commerce extérieur, que ce soit la dette, rien de tout ça ne pourra être résolu. Donc il faut s'attaquer à ce chômage de masse. Pour s'attaquer à ce chômage de masse, il n'y a pas 36 manières. Il faut redonner de la productivité à nos entreprises. Pour redonner de la productivité à nos entreprises, et en particulier vis-à-vis des entreprises de notre premier client, premier fournisseur qui est l'Allemagne, avec lequel nous avons 15 points de productivité d'écart, c'est pas compliqué, il faut faire un ajustement monétaire. Cet ajustement monétaire, ça se traduit évidemment par la sortie de l'euro. Mais c'est une conséquence, la sortie de l'euro, de l'objectif que nous poursuivons. L'objectif que nous poursuivons, c'est l'éradication du chômage de masse. Et c'est extrêmement important. Une autre, évidemment, nécessité, ce sera de protéger les entreprises des productions qui sont faites à l'autre bout du monde, dans des conditions, effectivement, de travail qui ne sont pas acceptables. Avec donc des droits de douane très spécifiques et qui ne sont pas généraux. C'est-à-dire que, par exemple, je suis tout à fait opposé à des mesures comme celles de Donald Trump sur l'acier ou l'aluminium. C'est ce qu'il faut, ce sur quoi il faut travailler, c'est sur des produits finis et non pas des produits intermédiaires. C'est ça votre critère de choix, de tri? Pas seulement. Et puis je vous disais aussi par la manière dont ça a été fabriqué, dans quelles conditions ça a été fabriqué. Si on prend par exemple l'Europe telle qu'elle est, et il est hors de question de mettre des droits de douane sur l'Europe, de quelque nature que ce soit et de quelques produits que ce soit, c'est hors de question. Par contre, sur ces pays de l'autre bout du monde, où vous savez bien que les gens peuvent travailler pour $1 par jour, et peut-être dans certains cas mieux que chez nous d'ailleurs. Donc ça c'est pas possible, c'est pas tolérable. Donc là il faut mettre des droits de douane et uniquement sur des produits finis. Par exemple, on va pas mettre ça sur des produits qui permettent de fabriquer des ordinateurs. Des puces, par exemple. On ne va pas mettre des droits de douane sur des puces, parce que si on met des droits de douane sur les puces, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute l'industrie électronique française sera handicapée par rapport à l'industrie électronique des voisins. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Mais par contre, sur le produit fini qui est l'ordinateur, par exemple, oui, on peut mettre des droits de douane. On peut mettre des droits de douane sur des télévisions, on peut mettre des droits de douane sur des choses comme ça. Mais ce sont des produits finis, c'est extrêmement important. J'en reviens sur l'euro. Vous dites, bon, il faut quitter l'euro au plus vite, mais il y a eu quand même un sondage grandeur nature, une enquête qui a été faite auprès des Français. Ils vous ont répondu en 2017, avec l'élection présidentielle, qu'ils ne souhaitaient pas quitter l'euro, puisqu'il y avait un parti politique qui était au second tour de l'élection, une candidate qui va recueillir 11 millions de voix, et qui dit qu'il faut quitter l'euro. Les Français répondent non. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils aient en un an changé de point de vue? Je n'ai pas vraiment entendu qu'elle voulait quitter l'euro. J'ai entendu un galimatia absolument incompréhensible. Je n'ai pas entendu qu'elle voulait quitter l'euro, véritablement. Maintenant que les Français ne soient pas totalement convaincus qu'il faille le faire, je veux bien l'admettre. Mais vous m'accorderez qu'on n'a jamais eu un débat sérieux sur ce sujet, à une heure d'écoute normale, sur une période suffisamment longue pour que les Français se fassent une idée claire de la situation. Vous me l'accorderez. Donc, il faut pas baisser les bras. Nous sommes un parti politique, donc qu'est-ce que notre devoir, c'est de faire passer un certain nombre de choses pour lesquelles nous sommes convaincus. Et nous sommes convaincus qu'il faut le faire, car sans cela, c'est la productivité de nos entreprises qui en paiera les conséquences, à moins que socialement, nous fassions tous un effort collectif absolument énorme, de l'ordre de 30% de nos salaires, de 30% de nos pensions, alors comme l'Espagne, comme la Grèce, où à ce moment-là, on pourra retrouver une certaine productivité par rapport à l'Allemagne. Autre solution, c'est que les salariés allemands obtiennent une augmentation de leur salaire de l'ordre de 30% ou une augmentation de leur pension de l'ordre de 30%. C'est pas tout à fait à l'ordre du jour, et je ne pense pas que le patronat allemand soit d'accord. Ni d'ailleurs Mme Merkel, vous l'avez remarqué. Je vous laisse la parole pour défendre vos arguments. Quand vous dites quitter l'euro,
eh bien, il y a un autre argument qui est quand même porté par vos adversaires sur cette question, c'est la dépréciation très forte de la nouvelle monnaie, de l'ordre de quoi? De 20, de 30%, les voilà, ou peut-être plus. Comment fait-on pour éviter cette conséquence néfaste? Alors sur ce sujet, il faut être extrêmement clair. À partir du moment où on fait un réajustement monétaire avec le reste de l'Europe, finalement, ou de ceux qui veulent rester dans l'euro, ou de ceux qui veulent en sortir, d'ailleurs, en même temps que nous, la valeur de la monnaie que l'on aura récupérée sera fixée par les marchés monétaires. Que ce soit la nôtre, ou que ce soit celle qui reste, l'euro qui reste, ou le mark, ou les autres monnaies, d'ailleurs, de l'Europe du Sud, qui éventuellement sortiront également. Ce sont les marchés monétaires qui vont en discuter. Ni vous, ni moi ne savons si notre monnaie nationale, demain, après ce réajustement monétaire, sera dévaluée, dépréciée, appréciée, ou au contraire restera au niveau où elle était actuellement par rapport au dollar. Philippe Chevalier, il y a un exemple, c'est la Grèce. La Grèce, le gouvernement grec voulait quitter l'euro, il ne l'a pas fait, parce qu'il a bien compris que ce ne serait pas apprécié, mais que ça sera déprécié de manière tellement néfaste pour la Grèce qu'il faut mieux rester dans l'euro. Vous admettrez quand même que la situation de la Grèce n'est pas exactement la même que la situation de la France. Le niveau industriel n'est pas tout à fait le même. Hein, on est de l'ordre d'un rapport de 1 à 10. Bon, non, c'est pas du tout la même chose. Bon, non, c'est pas le bon exemple, je dirais. Non, personne ne sait, et même pour la Grèce d'ailleurs, mais enfin, on aurait pu imaginer qu'effectivement, que sa monnaie se serait dépréciée. J'ai envie de dire, et alors? De toute façon, même pour la Grèce, et alors? L'essentiel est de retrouver une monnaie qui corresponde à son niveau de productivité et à sa possibilité de pouvoir à nouveau exporter. Je vous accorde que la Grèce n'avait pas grand-chose à exporter. Donc c'est toute la différence. En ce qui concerne la France, c'est pas tout à fait la même chose. On a des possibilités d'export. Mais il faut aider les entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, ne peuvent pas rivaliser avec leurs petites camarades de l'autre côté du Rhin. Voilà la situation. Si on ne la regarde pas en face, cette situation, vous êtes sûr que l'Allemagne va continuer à s'enrichir, les entreprises allemandes, j'entends-nous, les entreprises françaises vont continuer à baisser la voilure, voire à fermer, et nous allons nous enfermer dans un appauvrissement grave, qui aboutira à des situations gravissimes. Est-ce que c'est ainsi que l'on peut pratiquer finalement ce réajustement monétaire avec l'Allemagne, pays avec lequel on a un écart de productivité qui est de 15 points actuellement? Oui. Alors justement, qu'est-ce que c'est un écart de productivité de 15 points? C'est que quand vous êtes capable de fabriquer un produit et que vous le fabriquez à hauteur et que ça vous coûte 100, voilà, 100 unités, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Allemagne, on est capable de fabriquer le même produit et qu'il coûte seulement 85. Voilà, c'est ça la réalité. Alors si en France, vous voulez revenir à 85, c'est pas compliqué. Comme la masse salariale représente 30 à 40% à peu près de votre coût, eh bien, ces 30 ou 40, vous allez les baisser de 15. Mais vous voyez tout de suite que c'est une baisse de masse salariale de l'ordre de 30 à 50%. Qui peut concevoir ça aujourd'hui de manière raisonnable? Personne. Personne. Et c'est là où je vous disais que tout à l'heure que si on ne le fait pas, on sera contraint d'avoir justement des chocs sociaux extrêmement importants. Et ça, qui le veut? Personne. Voilà. Ni à droite, ni à gauche, personne ne veut ça. Je poursuis dans ce programme que j'ai en face de moi. Je le trouve, comme ça, au premier regard, un peu plus mou sur l'immigration et un peu plus dur sur la menace islamiste que le programme du parti Front National. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a peu de choses qui vous séparent de ce mouvement. Je vous arrête tout de suite. Les querelles internes. On n'est pas mou sur l'immigration. On est différent, on a des mesures différentes, mais on n'est pas mou sur l'immigration. Quand on dit que l'immigration doit être une immigration de travail, quand on dit par exemple qu'un immigré, même en règle, qui n'a pas de travail depuis 6 mois, doit retourner dans son pays d'origine, j'ai pas entendu le Front National dire des choses comme celle-là. Je pense qu'on n'est pas mou, on est différent, on est peut-être plus logique dans notre approche. À partir du moment où on fixe un principe... Vous dites, c'est pas contre l'immigration. Attendez, ah oui, une seconde. Nous ne sommes pas contre l'immigration. De principe. Mais aujourd'hui,
vous lisez le texte jusqu'au bout, vous allez voir que c'est pas tout à fait ça. Non, on pose un principe qui est l'immigration doit être une immigration de travail. Si c'est une immigration de peuplement, dites-le nous. Mais là, je pense que personne, aucun gouvernement n'osera nous dire « oui, l'immigration, c'est une immigration de peuplement ». C'est donc une immigration de travail. À partir de ce moment-là, vous travaillez, vous restez, vous travaillez plus, vous partez. Voilà, c'est extrêmement simple. En ce qui concerne l'immigration de principe, oui, pourquoi serions-nous contre l'immigration de principe? À partir du moment où on a besoin de main-d'œuvre, il n'y a pas de raison d'être contre l'immigration de principe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin de main-d'œuvre. En plus de ça, on n'a pas de moyens pour loger les gens. On a des tas de Français qui demandent des logements, qui n'en ont pas. Donc la situation est extrêmement difficile. Donc on n'est certes pas contre l'immigration de principe, mais aujourd'hui on dit l'immigration c'est impossible. Voilà, stop. Philippe Chevrier, je vous ai dit, il y a quand même peu de choses qui vous séparent du Front National, hormis les querelles internes. Est-ce que vous n'auriez pas tout simplement intérêt à réintégrer le Front National? Il est en train de changer. Il a changé depuis son congrès, il va changer de nom, il va changer dans son mode de fonctionnement. Et donc, le mode de fonctionnement que vous dénonciez à tort ou à raison, il va changer. Donc, vous pourriez changer aussi. Je n'ai pas vu véritablement de changement dans le mode de fonctionnement interne du Front National. Je n'ai pas vu non plus de changement, d'ailleurs, dans son cap, ou de son absence de cap, plus exactement, devrions-nous dire. On ne sait plus vraiment où va aller le Front National. On le savait du temps de Jean-Marie Le Pen, c'était clair. Vous adhériez au Front National, vous saviez pourquoi. Vous suiviez un homme qui avait un cap très précis. Il y avait peut-être quelque chose un peu rugueuse qui vous déplaisait, peut-être, mais vous aviez un cap qui était, voilà, et vous adhériez à ce cap. Aujourd'hui, attendez, où va le Front National? Sur les questions économiques, on ne sait pas. On ne sait même pas s'ils veulent sortir de l'euro. Maintenant, ils s'interrogent, ils n'arrêtent pas de s'interroger. Ils interrogent même leurs adhérents pour savoir s'il faut sortir de l'euro. Enfin, c'est devenu d'un ridicule absolu. C'est plus un parti politique, c'est un club de réflexion. Mais franchement, non. Alors, maintenant, quelle est notre position, nous, Front Libéré, par rapport au Front National? Le Front Libéré, d'abord, dans ses propres statuts, admet la double appartenance. Donc, à partir de ce moment-là, nous récusons le fait qu'on nous accuse, par exemple, de vouloir, fractionner exactement le mouvement national. Non, c'est pas ça. On accepte tout le monde, on accepte tout un tas de gens, et même si on n'est pas complètement d'accord avec leurs opinions de fond, on accepte ces gens-là et on accepte aussi la double appartenance. Comme d'autres partis d'ailleurs, comme je pense aux Patriotes qui effectivement eux aussi acceptent la double appartenance. Justement pour ne pas fractionner. Demain, si le Front National ouvre les portes également et dit « nous acceptons la double appartenance, nous acceptons les alliances avec d'autres partis de la droite nationale », eh bien, oui, bien sûr, on irait frapper à la porte, parce qu'on a besoin d'alliances, parce qu'on est tout petit, justement, et que le Front National est très gros. Est-ce que vous n'avez pas... Il y a quand même une offre qui se présente à vous. Bon, il y a le Front National, vous me dites, vous récusez aujourd'hui cette appartenance, mais à côté, il y a un Front National historique, pourrions-nous dire, le Parti de la France. Il y a un Front National de gauche, qui s'inscrit plus vers un peu des populations ouvrières, salariat, c'est peut-être... Florian Philippot et ses patriotes. Il y a une droite hors les murs, comme le Cercle national des indépendants et paysans, qui vient de recueillir des élus dans le Grand Est qui étaient affiliés précédemment au Front National. Pourquoi vous ne faites pas le choix de rejoindre un des partis que je viens de citer, ou d'autres d'ailleurs? Pour une simple raison, et vous l'aviez dit dès le départ, c'est qu'aucun de ces partis politiques n'a un vrai programme économique. Aucun. À part peut-être les Patriotes, mais ils ont un programme économique sur lequel nous avons une différence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où eux, ils veulent aussi sortir de l'euro, ils ne disent rien de la période suivante. Et en particulier, on les soupçonne quand même d'avoir l'idée de raser gratis. C'est un peu ce que vous dites quand vous dites que c'est un parti un peu orienté vers la gauche, quoi, finalement, ou en tout cas populaire, plus axé sur le mouvement ouvrier. Nous disons, si jamais, après avoir fait cet ajustement monétaire, on prenait le risque d'avoir une politique budgétaire laxiste, ce serait une catastrophe absolue. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, les marchés monétaires comprendront le message
et immédiatement attaqueront la monnaie nationale et la feront baisser dans des situations abyssales. Donc, véritablement, nous ne voulons pas ça. Nous voulons effectivement un ajustement monétaire, mais juste après l'ajustement monétaire, une politique budgétaire extrêmement stricte, de manière à garder un certain niveau à notre monnaie nationale. Ce que nous voulons, c'est juste récupérer 15% de productivité avec nos voisins allemands. C'est tout ce que nous voulons. Et il est très possible que les Allemands voient leur monnaie, au contraire, apprécier du fait que la France sorte de l'euro. Quand même, la France, aujourd'hui, c'est un boulet dans l'euro, il faut reconnaître, par rapport à la situation de l'Allemagne. Donc, si la France sort de l'euro, il est très probable que soit le mark, soit l'euro restant se verra apprécié d'une manière très importante de la part des marchés monétaires. Et voilà, et l'affaire est gagnée. Les 15% de productivité sont récupérés, sans dommage. Philippe Chevrier, est-ce que l'on n'est pas plus fort à l'intérieur d'une structure politique en essayant de peser dessus? Est-ce qu'on n'est pas plus fort de travailler avec Bernard Monod, qui est l'économiste du Front National, plutôt que d'être à l'extérieur? Au Conseil régional, est-ce qu'on n'est pas plus fort de travailler avec un groupe que d'être, comme vous l'êtes, un non-inscrit? Vous perdez en influence, finalement. Est-ce que vous croyez que pendant 15 ans où j'ai été au Front National, secrétaire départemental, cofondateur du CAPECO, est-ce que vous croyez que j'ai tenu un langage différent de celui que je vous tiens aujourd'hui? Non. Est-ce que vous avez senti qu'au Front National, le discours de politique économique était conforme à ce que je viens de vous dire? Non. Donc il y a un moment, qu'est-ce que vous me dites? Je vous ai fait la preuve que j'étais dans l'incapacité de faire bouger les choses au sein du Front National. Du fait d'ailleurs de sa gouvernance, soyons clairs, ou de son absence de gouvernance, si vous voulez, si vous préférez. Donc il fallait sortir. Il fallait sortir et faire quelque chose, et le faire savoir. Et pour que, évidemment, avoir la possibilité d'agréger un certain nombre de gens autour de cette idée qui me paraît essentielle, à laquelle je crois fermement. Mais à la région Île-de-France, vous êtes conseiller régional non inscrit, cette perte d'influence, elle est quand même réelle, non ? Ben oui, dans un premier temps, elle est réelle. Quand vous êtes non inscrit, vous n'avez plus la parole au sein du conseil régional. Mais par chance, je suis aussi à la comment ça s'appelle, la commission des finances, à la commission des finances et à la commission permanente. Et là, j'ai toute possibilité pour m'exprimer. Et croyez-moi, je ne m'en prive pas. Et au sein de la commission des finances, j'ai même plutôt l'impression que j'ai une position centrale. Est-ce que vous votez les amendements, les propositions du Front National en commission permanente ou à l'Assemblée? Ça m'arrive, bien sûr. Il y a aussi des bonnes idées au Front National. D'ailleurs, demain, je vous ai expliqué, si demain le Front National ouvre ses portes et admet des alliances avec d'autres groupes, on sera certainement candidat. Il n'y a aucune raison. On a tous intérêt à s'entraider au niveau des élections. C'est extrêmement important. Nous avons des différences, c'est bien de les faire remarquer, c'est bien qu'elles s'expriment, c'est nécessaire pour que les adhérents choisissent leur camp, si je puis dire, mais au moment des combats décisifs, il faut être ensemble. Est-ce qu'un groupe politique à la région Île-de-France, avec des nuances, des tendances, des courants, c'est quelque chose que vous appelez de tous vos voeux? Et est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable? J'ai déjà tendu la main aux patriotes, et ce qui m'a permis d'être à la commission permanente. Vous voyez, donc on progresse. Par contre, avec le Ciel, c'est un petit peu délicat. Le Ciel souhaite plutôt une alliance avec les Républicains. Là, c'est peut-être aller un peu trop loin pour nous, pour l'instant, en tout cas. Voilà. Et si Valrand Saint-Just, qui est le président du groupe Front National à la région Île-de-France, vous tend la main? Ben, écoutez, si M. Saint-Just n'est plus M. Saint-Just, s'il a véritablement changé d'attitude, si c'est un homme maintenant qui est ouvert au dialogue et à la discussion, pourquoi pas? Parce qu'il n'est pas ouvert au dialogue? C'est peut-être un peu tard en âge pour M. Saint-Just pour changer véritablement. Mais non, pour répondre à votre question, non, il n'est pas ouvert au dialogue. C'est extrêmement clair. Vous siégez au Conseil régional, et c'est ma dernière question, mais vous êtes quand même un ingrat. Parce que vous proposez dans votre programme la suppression de l'échelon régional, et donc des conseils régionaux. Alors qu'est-ce que vous faites là? Ce qui prouve bien qu'on ne travaille pas pour notre propre intérêt. On travaille pour des idées générales. Et nous pensons qu'effectivement, non seulement on devrait supprimer le conseil régional, on devrait sortir de l'Europe, mais également on devrait avoir beaucoup plus de représentativité au sein de l'Assemblée nationale. Le conseil régional, il fait du travail.
Avec le Conseil de Paris, ce sont les deux grandes structures financières, politiques. Oui, financières. C'est-à-dire qu'elles financent des initiatives qui sont prises ailleurs. Le Conseil régional de lui-même sur les lycées, sur les transports. Oui, il a cette responsabilité de créer des lycées ou de les entretenir, etc. Il le fait relativement bien, d'ailleurs, on peut le dire. Cette responsabilité, elle peut être ailleurs. Et elle serait où dans le cas de votre organisation Alors, en ce qui concerne l'Île-de-France, c'est un petit peu particulier, vous le reconnaîtrez. C'est-à-dire qu'entre le Grand Paris, la région Île-de-France, les différentes EPCI, etc., et les départements, les communes, les grosses communes, c'est un peu difficile. Donc j'imagine qu'effectivement, c'est peut-être d'ailleurs le seul endroit en France où on pourrait garder un conseil régional. Mais ailleurs, il n'y a aucune raison qu'on ne conserve les conseils régionaux. Les départements feraient très bien l'affaire. Il n'y a aucune raison. Ils le faisaient avant. Donc pourquoi avoir créé cet échelon supplémentaire? Autre chose, on nous reproche d'avoir 36 000 communes. Bon, bien sûr, 36 000, c'est beaucoup trop, c'est vrai. Bon, et on devrait les encourager à s'unir entre elles. Et faire diminuer le nombre de communes. Ça serait une approche assez intelligente. Par ailleurs, on a créé des métropoles, des énormes métropoles, des agglos, etc. Mais oui, tant que ça reste véritablement local autour d'une ville importante, oui, très bien. Mais quand ça devient un monstre absolu de la taille d'un département, il faut arrêter. Les départements sont là, ils sont là pour gérer tout ça, ça suffit. Revenons à des choses raisonnables. Voilà, et on revient au front libéré, et j'ai bien noté, en contradiction avec un front ligoté. Voilà. Merci beaucoup Philippe Chevrier, bon retour à Rambouillet. Merci, merci.